Salut à tous et bienvenue sur le Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous fait revivre la période la plus fascinante de notre histoire. Guerre, épidémie, meurtre et trahison, mais aussi art, avancées scientifiques, foi et philosophie, laissez-moi vous raconter le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. Qui était Christophe Colomb ? Comment retrouver l'homme derrière le mythe ? C'est ce qu'on va tenter de faire ensemble aujourd'hui. Je ne vous propose pas seulement d'embarquer sur les caravelles de l'explorateur, je vous propose de partager ses espoirs, ses doutes, ses inquiétudes et ses angoisses. Nous allons suivre Christophe Colomb comme son ombre, des sommets de sa gloire aux abysses de son destin tragique. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est un bien curieux personnage qui se présente à la fin de l'année 1484 devant le roi du Portugal, João II, à Lisbonne. Le regard de cet homme, qui a déjà la trentaine passée, brûle d'une véritable passion lorsqu'il présente un projet complètement fou à la commission réunie par le souverain. Atteindre les Indes par l'ouest. Les arguments avancés par le navigateur suscitent l'intérêt du souverain, mais la commission scientifique qui l'a réuni finit par le dissuader. Les Indes ne sont pas aussi proches que ce que cet homme prétend, et tenter une expédition vers l'ouest coûterait bien trop cher. Or, le Portugal a besoin de ces ressources pour soutenir l'effort lancé il y a déjà plus de 60 ans, ouvrir la route des Indes en contournant l'Afrique par le sud. Christophe Colomb vient d'essuyer son premier refus, mais ce n'est pas une commission de vieux grigous qui va le décourager. Il faut dire que c'est quelqu'un de pas banal, ce Christophe. Tenez d'ailleurs, puisqu'on vient de le rencontrer, autant décider tout de suite comment on va l'appeler, non ? Voyez-vous, notre zigoto, c'est un peu un citoyen du monde. Il a roulé sa bosse aux quatre coins des terres connues. À Gênes, sa ville de naissance, il est Cristoforo Colombo. Mais au Portugal, on l'appelle plutôt Cristóvão Colombo. Dans quelques années, quand il sera bien implanté en Castille, il deviendra Cristóbal Colón. C'est là-bas qu'il deviendra célèbre, donc appelons-le Cristobal, si ça vous va, de son petit surnom Cocobal. Cocobal n'est donc pas un homme ordinaire. Son père tisserand le destinait à une vie de labeur sur le plancher des vaches, mais très tôt, le petit Cristobal ressent l'appel irrésistible de la mer. Il participe à sa première expédition alors qu'il n'a que 13 ou 14 ans. Ce n'est pas grand-chose, un simple voyage commercial pour aller chercher du mastic quelque part dans la Méditerranée, mais le garçon est aussitôt accro. Qu'est-ce qui fâche tous les hommes ? Devine, chérie. L'océan ? Désormais, il ne quittera plus le pont des navires. Avec son frère Bartholoméo, il sillonne la Méditerranée, puis bientôt l'Atlantique. Il découvre la France, l'Angleterre, les Flandres, l'Irlande. En 1477, il profite même d'un hiver particulièrement doux pour faire voile jusqu'en Islande, la mythique île de Thulé que les Scandinaves ont fini par arrimer au monde connu, mais qui conserve encore pour les Européens ce petit goût d'ailleurs. Au retour, la petite flotte génoise fait une mauvaise rencontre. Un corsaire français les prend à partie et le navire de Cocobal prend feu. N'écoutant que son courage, le navigateur se jette à l'eau et gagne à la nage la côte la plus proche qu'il peut trouver. Ce sera le Portugal. Pour un passionné d'exploration, on ne pouvait pas mieux tomber. Dans les années 1470, le Portugal est à l'avant-poste de la découverte de nouvelles terres. Les navigateurs portugais ont reconnu toute la côte occidentale africaine jusqu'au golfe de Guinée et ils continuent leur poussée vers le sud tout en développant de riches comptoirs. Rapidement, Cocobal se fait aux coutumes locales. Il navigue pour la succursale lisboète d'une grande famille de banquiers génois, les Centurione. Ça trafique de l'or, des esclaves, du bois, des perroquets, tout ce qui s'achète en provenance de ces nouvelles terres.
En 1478, Cristobal décide d'ailleurs de s'établir pour quelques années dans l'un des archipels contrôlés par le Portugal, Madère. L'île est alors une colonie florissante. La canne à sucre, la vigne et l'exploitation forestière font sa richesse et notre homme sent tout de suite qu'il va se plaire ici. Et effectivement, il s'intègre rapidement à ce petit milieu insulaire. À peine un an après son arrivée, il se marie avec Felipa Perestrello, la fille de l'un des découvreurs de l'île. Elle porte son premier fils, Diego, qui sera lui aussi possédé par cette soif d'aventure qui coule dans les veines des deux familles. Cocobal a déjà 30 ans et on sent que la vie de marchand commence à devenir un peu trop étroite pour lui. À la fin des années 1470, déjà, le navigateur génois travaille sur un projet gigantesque. S'il navigue aux quatre coins du monde connu, y compris dans ces territoires africains tout neufs, c'est pour accumuler des indices et des témoignages. Son mariage lui a fourni de précieux documents. Son beau-père, Bartolomeo Perestrello, lui a permis d'accéder à son journal de bord et à ses propres recherches du temps où il cherchait lui-même l'archipel de Madère. Mais ça ne suffit pas. Cristobal est un véritable boulimique de connaissances. Dans sa bibliothèque personnelle, accumulée au cours de ses années de voyage, on trouve de nombreux ouvrages géographiques, mais également théologiques. Cristobal noircit les marges de notes personnelles, de commentaires, n'hésitant pas même à contredire ses auteurs préférés lorsqu'il a une autre opinion. Son préféré, c'est Pierre Dailly, l'auteur de l'Imago Mundi. L'Imago Mundi, c'est une sorte d'encyclopédie de sciences naturelles et géographiques. L'édition possédée par Cristobal, imprimée en 1477 à Venise, est la meilleure synthèse disponible des connaissances de l'époque. Nourrie par cet auteur comme par tant d'autres, une idée commence à germer dans la tête du navigateur. Cette idée, ce sont les Indes. En cette fin de XVe siècle, on sait que la Terre est ronde et qu'elle est baignée d'un immense océan qui relie toutes les terres émergées entre elles. En revanche, le débat est encore vif pour déterminer les distances. L'exploration portugaise de l'Afrique a déjà remis en cause plusieurs vieilles idées. Dans les marges de l'Imago Mundi, Cocobal note par exemple que, contrairement à ce que l'auteur affirme, la zone équatoriale est habitée. Les anciens pensaient cet immense bandeau entre les deux tropiques, écrasé par une chaleur torride, faisant bouillonner la mer et interdisant aux humains d'y résider. Or, Cristobal a vu de ses propres yeux cette fameuse zone, et ses habitants qu'il appelle les Noirs de Guinée. Au fil des découvertes, l'Afrique s'allonge et se poursuit indéfiniment, semble-t-il, vers le sud. Le continent est bien plus grand que ce qu'on pensait, mais la taille de l'Asie est tout autant sujette à débat. Traditionnellement, en tout cas depuis Ptolémée, on considère que la Terre fait environ 35 000 km de diamètre à l'équateur et que les terres connues, c'est-à-dire l'Europe, l'Afrique et l'Asie, occupent 180 des 360 degrés de longitude du globe. En gros, la moitié de la sphère serait totalement vide, occupée seulement par un océan immense et infranchissable. Et oui, sauf que notre Cristobal n'est pas d'accord. Ce que tu dis n'a aucun sens. Il y a d'autres questions ? Il a lu des opinions contradictoires et il y en a une en particulier qui a aimanté son intérêt, celle d'un autre auteur antique qui s'appelle Macrobe. Macrobe soutient que les terres connues sont bien plus vastes que ce que Ptolémée n'a dit et qu'elles occupent 225 degrés de longitude. Cristobal refait les calculs en intégrant ce qu'a découvert le célèbre voyageur Marco Polo, que Macrobe évidemment ne pouvait pas connaître. Le grand marchand vénitien a en effet entendu parler, lorsqu'il était invité à la cour du grand Kubilai Khan, au cœur de l'Extrême-Orient, que l'Asie se poursuivait encore après la Chine. Ce bout d'Asie fantasmée, dont Marco Polo dit que les rues sont pavées d'or, c'est la mythique île de Cipangu. Cipangu, pour les Mongols qui règnent alors sur la Chine, ça veut dire le pays du soleil levant.
Et oui, c'est notre Japon actuel. Les Mongols ont tenté de le conquérir à la fin du XIIIe siècle, mais s'y sont cassés les dents. Isolée, refermée sur elle-même et résistante à toute tentative d'invasion, Cipangu a donc gardé son parfum de mystère. Toutes ces recherches amènent Kokobal à proposer un modèle géographique actualisé. Pour lui, chaque degré de circonférence terrestre ne fait que 45 000 romains, pour un diamètre total de seulement 30 000 km. Ensuite, il actualise la vision de Macrobe en ajoutant Cipangu et détermine que les terres émergées occupent 283 degrés de longitude. Tout bien compté, il est donc certain que l'océan séparant l'Europe de l'Asie est bien plus étroit qu'on ne le pense, à peine 4400 km. Ce nouveau calcul, il change tout. L'océan de Ptolémée, avec ses 17 000 km, était infranchissable par les navires européens. L'océan de Cristobal, lui, est accessible. Ce ne sera pas une balade de santé, ça c'est sûr, mais c'est possible. Mais attendez, on a encore mieux. Les témoignages recueillis par Cristobal et par ses copains navigateurs montrent que ce fameux océan est semé d'une multitude d'îles plus ou moins mythiques. Après tout, on en a déjà découvert une palanquée au XVe siècle. Les Canaries, Madère, le Cap-Vert et même les Açores. Lorsqu'il était en Irlande, notre navigateur a vu de ses propres yeux une barque s'échouer sur la côte ouest avec à son bord 2 cadavres d'une race inconnue. En écumant les îles africaines, il a appris que des objets travaillés d'une main d'homme, mais n'appartenant à aucun peuple européen ou africain, s'échouaient parfois sur les plages du Cap-Vert ou de Madère. En plus de tous ces indices, il connaît désormais par cœur le régime des vents de l'Atlantique, grâce à son expérience et au travail des 3 générations précédentes d'explorateurs génois et portugais. Désormais, sa conviction est faite. On peut gagner les Indes par l'ouest, c'est réalisable. Encore faut-il pour cela convaincre un souverain de financer une telle expédition. C'est avec cette conviction chevillée au corps que Cristobal prend son bâton de pèlerin. Oui, de pèlerin. Le gars Kokobal, c'est tout de même un sacré illuminé. Au départ, ses arguments sont avant tout géographiques et commerciaux. On peut atteindre les Indes par l'ouest et on doit le faire parce que ça rapportera un max d'épices et d'or. Mais peu à peu, on sent poindre sous les arguments rationnels des arguments quasi messianiques. On va le voir, cette conviction grandit en lui à mesure qu'il progressera vers ce qu'il croit être les Indes, mais elle est déjà présente dès l'origine. Atteindre l'Asie par l'ouest, c'est également une étape essentielle pour hâter le retour du Christ. Avec les richesses de l'Orient à portée de main, les souverains européens pourront lancer la plus puissante des croisades, reprendre enfin Jérusalem aux Ottomans et éliminer totalement leur ennemi musulman. Alors, le règne du Christ pour 1000 ans pourra commencer. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. En 1484, donc, la commission de João II rend son verdict. C'est non. Dépité, Cristobal quitte le Portugal pour la Castille. Ce choix est assez difficile à comprendre, car nos sources sont plutôt silencieuses sur les raisons qui animent le navigateur. On a toutefois des indices.
Sa femme vient de mourir, assez jeune d'ailleurs, et les deux couronnes espagnoles, unies depuis 1474, sont les grands rivaux du Portugal pour l'exploration atlantique. Quel que soit le sens de ce déménagement, c'est parti pour 7 années de galère. Malgré l'appui des personnages influents qu'il a pu gagner à sa cause, et il n'en manque pas, la première entrevue avec les souverains tourne court. On est en 1486 à Cordoue et la reine Isabelle de Castille n'est pas plus impressionnée que ça par la fameuse Empresa de las Indias, l'entreprise des Indes que Cristobal présente avec des étoiles dans les yeux. Comme son confrère portugais, elle préfère remettre le choix effectif dans les mains d'une commission constituée de scientifiques mais également de théologiens. Et c'est un nouveau refus. L'entreprise leur paraît impossible, dangereuse, vaine et même pas loin d'être hérétique. Comme à leur habitude, les souverains bottent donc en touche. Ils filent une petite pension à Cristobal pour le garder sous la main, on sait jamais, mais ne financeront rien de plus. Pour le navigateur génois, l'épreuve est rude. Les experts se gaussent de son projet qu'ils jugent excentrique, mais il doit malgré tout garder son calme, faire bonne figure et écouter ses recherches tournées en ridicule par des gens qui ne connaissent même pas le goût de l'eau de mer. Le goût du sel, pour le coup, notre Colombo le connaît bien. D'ailleurs, il va encore le goûter 2 fois. En 1488, il revient devant le roi du Portugal, mais cette fois-ci, c'est le temps qui joue contre lui. Bartholoméu Dias, envoyé par la couronne pour aller reconnaître le sud de l'Afrique, revient triomphalement en décembre 1488. Le grand navigateur a enfin trouvé la pointe méridionale du continent. La route des Indes par le sud est ouverte. Soudainement, João II perd tout intérêt dans le projet de Cristobal et le met à la porte une nouvelle fois. Nul doute que le débarquement en grande pompe du Bartholoméu, auquel Cocobal a assisté en personne, a dû lui faire comme un pincement au cœur. Pourtant, le Génois reste déterminé, il ne quitte pas l'objectif des yeux. Pendant que son frère part en France, puis en Angleterre pour solliciter leurs souverains respectifs, Cristobal lui-même revient en Castille pour soumettre à nouveau le projet à Isabelle et à Ferdinand. En septembre 1491, c'est un nouveau refus. Il ne me sied guère d'accéder à votre requête. Ça veut dire non. Cette fois, ça pique dur. Le navigateur, qui a suivi la cour jusqu'ici, décide de prendre congé. Il est sur le chemin de Cordoue lorsque frappe l'un de ces hasards dont l'histoire a le secret. Grenade, la dernière tête de pont musulmane dans la péninsule ibérique, vient de tomber le 2 janvier 1492. Ainsi prend fin l'opération qui aspirait presque toutes les ressources du royaume de Castille. D'un coup, changement de cap. Isabelle de Castille se trouve à nouveau un intérêt pour les Indes. C'est un peu comme si elle dégrisait d'un coup. Une fois la menace musulmane éliminée, la menace de se faire doubler par les Portugais revient l'aiguillonner. Cocobal est intercepté par un messager porteur d'une lettre royale. Il doit revenir de toute urgence à Grenade. Le 17 avril 1492, ça y est. Après 8 années à se faire balader dans tous les sens, Cristobal appose enfin sa signature sur le document qui va définir le reste de sa vie, les capitulations de Santa Fe. Ce contrat fixe en fait les conditions de l'expédition qu'il va mener. Et en lisant les articles, on comprend tout de suite pourquoi Cocobal a vu tant de portes se fermer devant lui. C'est qu'il est quand même sacrément mégalo, notre Coco. Les capitulations lui attribuent le titre ronflant d'amiral de la mer Océane, le gouvernorat sur toutes les terres qu'il pourra découvrir et le 10e de tous les profits qu'il pourra faire au nom des souverains. À vrai dire, les deux souverains, Isabelle et Ferdinand, acceptent de telles conditions car elles ne sont alors que du vent à leurs oreilles. Ça ne leur coûte pas grand-chose de réserver à Cristobal le 10e des profits qu'on pourra tirer d'un malheureux chapelet d'îles, et quand bien même il arriverait aux Indes, il y aura sûrement sur place des chefs ou des rois pas très enclins à laisser le nouvel amiral devenir gouverneur de leur territoire.
Regarde, Simba. Toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. D'ailleurs, preuve du peu de foi des souverains dans l'entreprise, on ne peut pas dire que la couronne ait cassé la tirelire. Cristobal n'aura que 3 navires, qui sont en plus des réquisitions. Les bourgeois de Palos, un port d'Andalousie, ont commis des actes de piraterie et leur peine est constituée par le paiement de 3 embarcations à la couronne. Eh bien voilà qui est pratique. Cristobal hérite de ce don qu'on lui fait de mauvaise grâce. Il partira donc avec 3 navires que l'on commence à armer dès le mois de mai 1492. Une petite nef, la Santa Maria, sera le navire amiral. Elle sera flanquée de 2 caravelles, la Pinta, qui s'appelle comme ça, soi-disant parce que son précédent propriétaire s'appelait Pinton, mais qui a priori, d'après ce que j'ai lu, est plutôt un jeu de mots qui veut dire femme de petite vertu. Voilà. Et la Niña, la petite en espagnol, qui là aussi pourrait avoir une connotation un petit peu légère. Bon, la réalité c'est qu'on ne sait pas grand-chose de ces 3 navires, à part qu'ils sont dans la plus pure lignée des navires d'exploration du XVe siècle. Des reconstitutions existent aujourd'hui, on en trouve même une à quai dans le port de Palos, mais ça reste des évocations plutôt que de véritables reconstitutions. En tout cas pour Cristobal, ces 3 navires sont comme le destrier d'un chevalier arthurien. Ce sont ses montures, le support de l'aventure, les embarcations robustes et agiles qui vont le porter à l'autre bout du globe. La Niña en particulier va l'accompagner pendant une bonne partie de sa vie, mais on en reparlera. Le 3 août 1492, tout est prêt. Cristobal et les 2 autres capitaines, les frères Martin et Vincenze Pinzon, qu'il connaît bien, montent à bord des 3 embarcations avec leurs 87 membres d'équipage. Sous la chaleur écrasante de l'été andalou, les 3 navires quittent le port de Palos, direction l'inconnu. Depuis la Castille, Cristobal emmène sa flotte vers le sud, direction les Canaries, contrôlées par la couronne de Castille. Sur le chemin, un premier incident se produit. Après 3 jours de mer, le gouvernail de la Pinta se brise. Dans son journal de bord, dont on a conservé des copies et qui est une source inestimable pour ce voyage, l'amiral, notre bon Cristobal, accuse le propriétaire de la caravelle d'avoir saboté son bateau dans l'espoir qu'il revienne à Palos plutôt que d'aller se perdre aux confins du monde connu. Mais c'est pas grave, on répare comme on peut aux Canaries avant de se lancer, cette fois pour de bon, dans cette mer des ténèbres où Cristobal est bien le seul à savoir où il va. Les 3 navires prennent ces vents d'ouest que le navigateur connaît par cœur et filent sur les vagues. Le temps est beau, le ciel est bon, tout se passe bien. Rapidement d'ailleurs, les marins et leurs capitaines commencent à apercevoir des signes de terre. Le 14 septembre, 8 jours seulement après avoir quitté les Canaries, on remarque des hirondelles et des pailles en queue dans le ciel, 2 types d'oiseaux connus pour ne pas s'éloigner des côtes de plus d'une centaine de kilomètres. Les jours suivants, ce sont des albatros qui accompagnent la flottille. Albatros. Voyons voir, des pinsons, pâtés, kookaburra, perroquet, cacatoès, albatros, mais c'est un gros porteur. À partir du 20 septembre, les signes sont encore plus clairs. Le journal note ainsi: à l'aube, nous trouvâmes tant d'herbes sur la mer qu'elle en semblait caillée, et elle venait de l'ouest. Nous vîmes encore un albatros. La mer était étale comme un fleuve et l'air le plus pur du monde. Nous vîmes une baleine, signe que nous étions près de la terre, parce que toujours elles vont près des côtes.
Paradoxalement, le moral de l'équipage se dégrade progressivement. Cristobal, l'amiral, pense qu'ils sont en train de longer les fameuses îles dont les marins pensaient que l'Atlantique était semé. Sauf que lui, ce sont les Indes qui l'intéressent. Il a donc le plus grand mal à garder son équipage concentré sur l'objectif, laissant derrière eux ces îles enchantées sur lesquelles circulent tant de mythes. De toute façon, ces îles n'existent pas. Ce que les marins prennent pour de l'herbe, ce sont les algues de la mer des Sargasses. D'ailleurs, en progressant dans cette zone avec peu de vent, les marins commencent à s'inquiéter. Est-on certain de trouver des vents soufflant dans le bon sens pour revenir vers l'Espagne ? Autant dire que Cristobal est satisfait lorsque les signes commencent à s'estomper. D'ailleurs, c'est un coquin, notre Cocobal. Bien au fait de la nature humaine, il trafique les chiffres depuis le début. Chaque jour, il note sur son journal de bord une distance un peu inférieure à celle qu'ont vraiment parcouru les navires pour ne pas effrayer les marins. Les frères Pinzon, depuis leurs 2 caravelles, voient bien que les chiffres ne concordent pas, mais l'amiral invente un prétexte pour leur reprendre la carte et éviter qu'ils ne puissent éventer la supercherie. De fait, la tension monte. Le 25 septembre, Martin Pinzon crie qu'une terre est en vue. Pas de bol, ce couillon a mal regardé. C'est un mirage, et le stress monte encore d'un cran. Les esprits s'échauffent, Cristobal veut maintenir le cap, mais les frères Pinzon contestent la justesse de sa vision géographique. L'équipage bouillonne, la mutinerie n'est pas loin. Le fils de Cristobal laisse traîner ses oreilles et entend dire que l'on ne peut pas faire confiance à cet amiral étranger, qu'il mène les navires à leur perte et qu'il vaudrait mieux le jeter à la mer et repartir tranquillou. Le 8 octobre, Cocobal décide donc de lancer un ultimatum. Si aucune terre n'est trouvée avant 3 jours, alors la flottille remettra le cap vers l'est, vers la Castille. Encore une fois, le destin sourit aux navigateurs. Le 12 octobre 1492, la Terre est en vue. Et cette fois-ci, ce n'est pas un mirage. Il s'agit probablement de l'une des îles des Bahamas que l'amiral baptise San Salvador. Cette terre nouvelle, c'est la rencontre de sa vie, le point de bascule. Je marchais parmi les arbres qui sont la plus belle chose que j'eus jamais vue. Je regardais la verdure aussi abondante et fraîche qu'au mois de mai en Andalousie, et les arbres aussi différents des nôtres que le jour l'est de la nuit. La forêt est une merveille, le chant des oiseaux vous fait désirer de ne plus partir. Des bandes de perroquets obscurcissent le ciel. Il y a des arbres de toutes sortes, chacun avec son fruit propre, et tous sentent si bon que c'est merveille. Il ne peut exister sous le soleil meilleure terre, plus fertile, d'un climat plus régulier entre le froid et la chaleur, ni mieux pourvu d'eau bonne et saine. Cristobal est ébahi par la beauté de la création qui s'étale devant ses yeux. Il marche comme dans un rêve à la vision de cet Éden perdu. Pour lui, ces îles merveilleuses, qu'il découvre à mesure que les caravelles progressent dans l'archipel, sont des terres intactes, pures, comme pouvait l'être le monde au premier jour. Une fenêtre sur le passé. Il loue la beauté des indigènes, leur bonté et leur naïveté, qui sont pour lui les marques d'un peuple qui ne connaît pas le péché. Les Taïnos l'accueillent à bras ouverts comme un envoyé du ciel, vendent les bijoux d'or qu'ils possèdent contre des étoffes, des perles de verre ou même contre des morceaux d'assiettes cassées. Ils offrent des fruits, des pains d'igname, de l'eau et tout ce qu'ils peuvent. Encore mieux, lorsque l'amiral leur demande, par des signes et des mots, où il peut trouver de l'or, il comprend en retour, ou croit comprendre, que de grandes mines d'or sont exploitées dans une vaste île toute proche, vers l'ouest. Cette île immense aux richesses infinies ne serait-elle pas la fameuse Cipangu ?
Durant 2 mois, la petite flotte sillonne les environs, sautant d'îles paradisiaques en lagons idylliques à la recherche de l'or et de la mythique Cipangu que les indigènes nomment Kolba. En fait, le journal de bord n'est qu'une longue litanie d'espoirs sans cesse repoussés. À chaque nouvelle île, les marins apprennent que l'or est un peu plus loin. L'équipage s'épuise, le dédale de nouvelles terres insulaires n'en finit pas. Le 21 novembre, le capitaine Martin Pinzon décide carrément de fausser compagnie à l'amiral. La Pinta prend une autre direction, visiblement pour atteindre plus vite les mines d'or. Les négligences s'accumulent, les équipages en ont marre. Le 24 décembre, le pilote de quart décide, éreinté, d'aller piquer un somme en laissant la barre à un mousse inexpérimenté. Et là, c'est le drame. La Santa Maria talonne sur des récifs qui déchirent sa coque et la sortent des flots. La nef ne peut pas être sauvée. Avec l'aide des Taínos, Cristobal décharge les équipements qui s'y trouvent et transfère l'équipage sur la petite Niña. La caravelle ne peut pas ramener tout le monde en Castille. Aussi l'amiral a-t-il une idée. Il va fonder ici, sur la grande île d'Hispaniola, qu'on appelle aujourd'hui Haïti, une colonie espagnole. On est le jour de Noël, ce sera donc la Navidad, en réalité un minuscule fortin construit avec les débris de la Santa Maria et peuplé de 39 membres d'équipage. Pour Cristobal, c'est tout bénef. Déjà, la région est contrôlée par le cacique Guacanagari, un chef local dont il s'est fait un ami. Il est certain de sa fidélité et en plus, la couronne de Castille n'osera pas laisser 39 de ses sujets perdus au milieu de nulle part. Il n'aura donc aucune peine à faire financer une expédition de retour. La Niña repart avec urgence. Cocobal veut absolument rentrer avant le traître Martin Pinzon pour éviter qu'il ne prenne les honneurs à sa place et n'entache la pureté du récit qu'il est en train de construire. Cette fois cependant, le temps n'est plus au beau fixe. Une terrible tempête frappe les 2 caravelles, qui ne se trouvent qu'à quelques lieues l'une de l'autre. La Niña, déjà bien mal en point, voit son gréement arraché par la fureur des vents et dérive sans que l'amiral ne puisse la contrôler. Pas de bol, le 4 mars, c'est sur les côtes portugaises que la caravelle en lambeaux trouve un abri sûr. Ah oui, c'est cocasse. À Lisbonne, le découvreur des Indes est accueilli en grande pompe, mais Cocobal n'a pas tellement envie de s'attarder. Apparemment, certains conseillers de João II lui auraient même proposé de zigouiller l'amiral pour éviter que la Castille ne prenne trop d'avance dans la course au large. La Niña reprend la mer tant bien que mal, et le 15 mars 1493, après 7 mois d'expédition, elle touche enfin au port de Palos. À Barcelone, où il rencontre les 2 souverains à la mi-avril 1493, l'amiral Cristobal rencontre enfin la gloire qu'il a tant recherchée. Il exhibe les 6 Indiens qu'il a ramenés et qui sont baptisés sur le champ, ainsi que les échantillons de plantes et les perroquets qu'il a chargés dans la caravelle. Comble de la félicité, Martin Pinzon s'est paumé en chemin et arrive quelques heures après lui. Le traître meurt de toute façon le 31 mars et ne reverra jamais les Indes. Certains auteurs disent qu'il est mort de la syphilis, qui va effectivement se déchaîner sur le continent à partir de 1494, mais ce n'est pas du tout certain. Bien fait. En tout cas, les souverains sont satisfaits. Leur argent a été bien investi. Ils sont d'ailleurs prêts à remettre une pièce dans la machine. Après avoir confirmé les privilèges de l'amiral des mers océanes et lui avoir bien passé la brosse à reluire, il décide de monter sur le champ une 2e expédition. Et cette fois-ci, les souverains voient grand. Ce ne sont pas moins de 17 navires, 3 grosses nefs et 14 caravelles qui vont prendre la mer avec 1500 personnes à leur bord. Signe de l'importance de ce voyage surdimensionné, Ferdinand et Isabelle collent dans les pattes de Cocobal un administrateur, Juan de Fonseca, qui est censé chapeauter les préparatifs et dispose pour ce faire de toutes les autorisations nécessaires.
Ce Juan, l'amiral ne l'aime pas. Il l'accusera même d'avoir volontairement acheté des denrées de mauvaise qualité pour payer moins cher et de les avoir mal stockées dans des tonneaux qui prennent l'eau. En tout cas, Cristobal a désormais pour mission de mener sa flotte à Hispaniola pour poursuivre la colonisation et d'aller s'emparer des mines d'or de Colba, sous-entendu de Cipangu. Bon, en fait c'est l'île de Cuba, mais ça, personne ne le sait pour l'instant. Attirés par l'odeur de l'or, tout un tas d'individus peu recommandables montent à bord des navires. Des nobles, les fameux hidalgos, soucieux de se tailler une part des richesses de ce nouveau monde, mais aussi des aventuriers et des criminels, qui ne sont pas salariés par la couronne, mais qui peuvent y gagner leur liberté. On sent d'ailleurs que l'atmosphère a changé. En 1492, aucun condamné à mort n'avait voulu rejoindre l'expédition, même contre la promesse d'être gracié. Visiblement, 1 an auparavant, mourir en Castille valait toujours mieux que de mourir aux Indes. Mais tout a changé. Les 17 navires sont également chargés d'animaux, de plantes et d'outils, tout pour faire une belle colonie. C'est donc chargé de tout ce barda et encombré de tous ces aventuriers aux dents longues que l'amiral Cristobal reprend la mer en septembre 1493 avec tambour et trompette, le regard des 2 souverains fixé sur celui qui doit leur apporter la richesse ou qui devra répondre de ses actes. Cocobal a beaucoup promis. Beaucoup trop peut-être, mais il faut dire qu'il y croit ferme. À ses yeux, comme il le dit lui-même dans une lettre au souverain datée du 4 mars 1493, l'île d'Hispaniola est un don de Dieu. Cet anneau est un don fait aux ennemis du Mordor. Pourquoi ne pas s'en servir ? Elle marque l'élection divine et annonce la venue de la fin des temps, de cet apocalypse qui verra débuter le règne du Christ pour 1000 ans. Et dans sa tête, tout va dans ce sens. L'or et les richesses sont également des marqueurs de la volonté divine, car c'est par eux que les souverains pourront financer la dernière croisade, celle qui reprendra Jérusalem. L'amiral Cristobal est aveuglé par sa propre vision. Il est certain d'avoir atteint les Indes, que la mythique Cipangu n'est plus très loin et que ces terres nouvelles débordent de richesses. Il est également convaincu que les Indiens, les fameux Taïnos avec qui il s'est lié d'amitié, sont d'une nature propre à recevoir le catéchisme. Dans sa tête, tout ira très vite. Ces colons vont découvrir l'or, l'île va fournir des richesses sans fin à la couronne d'Espagne, et les Taïnos vont se convertir en masse et soutenir l'amiral dans son juste combat. La réalité, évidemment, va rattraper le navigateur. Après seulement 21 jours de mer, la flotte touche à une nouvelle île dont Cristobal prend possession au nom de ses employeurs. Sauf que cette île est cette fois-ci peuplée d'habitants un peu moins promptes à recevoir le baptême. En explorant les cases, les marins découvrent des morceaux humains rôtissant sur des broches. C'est pas grave, la vision de Cocobal s'adapte aussitôt. Les cannibales représentent le mal, le péché, ils devront être réduits en esclavage et les efforts de conversion se concentreront sur les gentils Indiens qu'il a rencontrés en 1492. Hispaniola est en vue le 22 novembre 1493, mais les retrouvailles ne sont pas aussi gaies que prévu. En remontant la côte en direction de la Navidad, la petite colonie installée sur les ruines de la Santa Maria, les 17 navires tombent sur plusieurs cadavres d'Espagnols en état de décomposition avancée. Lorsque la côte se dégage, la vue frappe Cristobal de stupeur. Le fortin est entièrement détruit, ravagé par un incendie. L'enquête commence alors.
L'amiral retrouve son pote, le chef Guacanagari, qui explique que tout a basculé lorsqu'une partie des colons a décidé d'aller chercher de l'or dans la province voisine, contrôlée par un chef rival. Les Espagnols se sont rendus coupables de vol et de rapt sur les populations de la région, ce qui a déclenché la colère du chef et une expédition de représailles. Les colons ont tous été tués dans leur sommeil et le fortin livré aux flammes. En écoutant le récit de Guacanagari, Cristobal ne peut s'empêcher de noter quelques incohérences. Le chef jure qu'il a tout fait pour empêcher le massacre, mais son rôle précis demeure très flou. A-t-il participé aux représailles ? Qu'importe. Cristobal veut continuer à croire que les relations entre les deux peuples sont pacifiques et minimise le problème lorsqu'il raconte tout ça dans une lettre au souverain. Pour lui, ce n'est qu'un détail. Et pourtant, c'est autour de ces deux éléments, la recherche de l'or et les relations avec les Taínos, que la vie de la colonie et celle de l'amiral vont basculer dans une spirale infernale. En janvier 1494, Cristobal fonde une nouvelle colonie. Ça sera la Isabela. Aussitôt, on débarque toutes les provisions, les outils et les hommes et on se met au travail. À en croire l'amiral, dans la lettre qu'il rédige pour les deux souverains le 26 février 1495, cette terre est d'une incroyable fertilité. Au milieu de la plaine passe un grand fleuve, au bord duquel on fait de grands jardins. Toutes les semences ont poussé en seulement 3 jours et ont mangé des fruits au bout de 2 semaines, sauf pour les melons et les citrouilles qui ont mis 1 mois à pousser, mais dont la grande quantité compensa le retard. Nous avons pu voir que cette terre donne 2 récoltes par an. Nous avons maintenant toutes sortes de légumes. Radis, persil, le blé et l'orge ont déjà 1 pied de haut. Orangers, sarments et canne à sucre ont déjà bien poussé. Pareil pour l'or, d'ailleurs. Cristobal a lancé une grande expédition vers l'intérieur d'Hispaniola et il a établi une nouvelle place forte dans une vaste plaine qu'il appelle la Vega Real, la vallée royale. Olé! 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 Les Indiens l'ont assuré que dans cette région, le Cibao, on trouve de beaux gisements d'or. Les hommes envoyés reconnaître la région reviennent avec des étoiles dans les yeux en parlant des immenses quantités de métal précieux qu'on peut y trouver. De fait, au début de l'année 1494, 12 navires de la flotte reviennent en Espagne chargés d'or. 100 kilos environ, de quoi couvrir la moitié des frais causés par l'expédition jusqu'ici. En retour, une lettre de l'amiral demande à ce que la couronne envoie plus d'outils, plus d'hommes, plus de nourriture. Officiellement, tout va bien, la colonie prospère et les richesses affluent. Mais dans la réalité, rien de tout cela n'est vrai. La Isabela est en réalité dans un bien piètre état. Dès leur arrivée, les colons sont décimés par des maladies tropicales étranges dont ils n'ont pas l'habitude. Cristobal lui-même contracte une forte fièvre qui lui paralyse tout le côté droit pendant des semaines. Le nombre de colons valides est en chute libre et en conséquence, la belle fertilité vantée par l'amiral ne s'est jamais réalisée. Les jardins et les labours, faute de main-d'œuvre, fournissent à peine de quoi manger et la colonie vit surtout du troc avec les Indiens. Pour l'or, c'est pareil. Tout ce que Cristobal a envoyé en Espagne ne provient pas des mines, mais des bijoux achetés aux Taínos qui les ont eux-mêmes achetés dans une autre île, toujours ailleurs, toujours plus loin. Dans la petite colonie, la révolte gronde déjà. Les hidalgos, ces fameux nobles venus pour trouver des richesses, se sentent humiliés par l'amiral, qui les oblige à travailler au champ. Vous imaginez, quel déshonneur! Les cadences de travail sont trop élevées et la stricte discipline morale et religieuse imposée par Cristobal ne plaît pas trop aux aventuriers venus pour l'or et les femmes. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. En janvier 1494, l'amiral a éventé de justesse une mutinerie qui le visait directement.
autour du comptable de la petite colonie, une partie des hommes prévoyait de s'emparer des navires restants pour rentrer en Espagne et présenter au souverain une longue lettre dénonçant la gestion calamiteuse de Cristobal. La réalité, c'est que l'amiral est engagé dans une véritable fuite en avant. Il doit tenir ses promesses faites tant au souverain qu'aux colons, et pourtant, il manque cruellement des moyens nécessaires. S'il a tant promis, c'est qu'il en est intimement convaincu. Les Indes, avec toutes leurs merveilles décrites par Marco Polo, sont ici, quelque part. Si l'or n'est pas dans cette île, c'est qu'il est dans une autre. Si on n'a pas encore trouvé la mythique Cipangu, c'est qu'on n'a pas assez bien cherché. Et par-dessus tout, il y a la question indigène. On sent déjà dans les écrits de l'amiral qu'une peur sourde commence à infuser dans son esprit. Il a rassuré les souverains en expliquant que l'incendie de la Navidad était la faute à pas de chance, mais en réalité, le doute s'est emparé de lui. Il est désormais saisi d'une véritable angoisse à l'idée que ces Indiens qui entourent la colonie ne finissent par se transformer en autre chose, par révéler une sauvagerie et une bestialité insoupçonnées. On sent que dans son esprit, la frontière est plus que jamais poreuse entre l'image des Taïnos ouverts et naïfs et celle des cannibales prêts à dévorer la colonie. L'ennemi l'entoure et il a un visage d'ange. L'allumette de cet incendie potentiel, il l'a ramené avec lui, sous la forme de tous ces aventuriers assoiffés d'or dont il faut perpétuellement protéger les femmes indiennes. C'est dans ces circonstances que Cocobal va prendre 2 décisions aux conséquences dramatiques. Sa première décision, c'est d'instaurer un système judiciaire qu'il juge autant exemplaire que nécessaire. Entre les colons et les Taïnos, la tension monte. Dans la province de Cibao, contrôlée par le chef qui a fait incendier la Navidad, les incidents se multiplient et l'hostilité des Indiens va croissante. Cristobal décrète que le vol doit être désormais sévèrement puni par l'ablation des oreilles afin que les voleurs soient facilement identifiables. Il donne d'ailleurs l'exemple. Début avril 1494, 5 Taïnos profitent que des Espagnols soient occupés à passer un gué pour voler leurs affaires. L'amiral intervient aussitôt. Les coupables sont condamnés à mort et il faut l'intervention éplorée du chef indien pour que Cristobal accepte de les gracier. Satisfait d'avoir restauré la justice, l'amiral prend alors sa 2e décision. Il repart en expédition. Il laisse la colonie entre les mains de Mosen Margarite en tant que gouverneur militaire en lui intimant de suivre des ordres stricts. Premièrement, il doit aller capturer le chef de la province de Cibao pour faire taire la révolte qui gronde. Deuxièmement, les soldats ne doivent pas inquiéter les Indiens et surtout ne rien voler et n'enlever aucune femme. Mais les Taïnos voleurs doivent tout de même être châtiés avec la plus grande sévérité. Ayant fait ces dernières recommandations, Cristobal embarque sur la Niña et quitte la Isabela le 24 avril 1494 en emportant avec lui 2 autres caravelles. Tout recommence alors. Laissant derrière lui la spirale de violence et de misère qui s'est emparée de la Isabela, Cristobal retrouve son premier amour, la mer. Il commence par reconnaître les rives de l'île de Cuba et retrouve ce sentiment de plénitude et d'émerveillement qu'il avait saisi lors du premier voyage. La végétation luxuriante, le chant des perroquets, la beauté sauvage des montagnes mystérieuses qui coiffent l'île et ce parfum entêtant qui baigne un air si doux. Mais le rêve est de courte durée. En juillet, après quelques mois de mer, les équipages sont éreintés par les difficultés qu'ils ont rencontrées et les caravelles sont en piteux état. Cristobal doit donc se rendre à l'évidence. Cipangu et la pointe sud de l'Asie se dérobent encore. Il n'a pas d'autre choix que de rentrer à la colonie. Lui-même n'est pas beau à voir. À l'image de sa caravelle, il accuse une santé chancelante. En longeant la côte sud d'Hispaniola, il a même été saisi d'une terrible fièvre qui lui a fait perdre pendant quelques jours la vue et la mémoire. L'amiral tire trop sur la corde, mais le retour à la Isabela ne va pas l'aider à réduire son stress.
Pendant son absence, une lutte de pouvoir a éclaté entre son fils, Diego Colón, chargé par son père de le représenter, et le gouverneur militaire, Mossen Margarite. Ce dernier, en effet, n'a pas du tout suivi les instructions. Ses soldats ont volé et violé allègrement, alimentant les tensions au point que l'île a basculé dans la guerre. Margarite a d'ailleurs fini par voler les caravelles restantes pour rentrer en Espagne la haine au cœur, laissant la colonie avec seulement 3 navires. Et l'engrenage de la violence ne cesse plus. Cristobal, qui se sent toujours investi d'une mission divine, réprime les révoltes indiennes avec la plus grande violence. Les captifs sont enchaînés et envoyés par centaines en Castille pour être réduits en esclavage. Esclavage que l'amiral considère normal puisque déjà abondamment pratiqué par les Portugais, mais surtout juste. Les Indiens rebelles ont désobéi au commandement divin, c'est donc un juste châtiment. La terreur mène d'ailleurs à une forte scission entre les tribus. Guacanagari reste loyal à Cristobal et participe à la répression. C'est d'ailleurs frappant de voir à quel point l'amiral a basculé, en seulement quelques mois, de l'admirateur béat de ce paradis terrestre à un chef de guerre cruel et sans merci. Obsédé par la rentabilité de son entreprise et surtout par la nécessité absolue de dégager des profits pour pouvoir continuer l'exploration, Cristobal impose aux Taïnos un tribut en or, en coton et en épices pour remplir les cales des caravelles. Toute l'île sombre progressivement dans la misère. La moitié des colons est déjà morte, la politique du feu et du sang a complètement désorganisé le système de production agricole des Indiens et les maladies venues d'Europe achèvent la saignée démographique. En 1496, un quart des habitants d'Hispaniola sont déjà morts et rien ne semble plus pouvoir arrêter la descente aux enfers. Cristobal est convaincu que l'or est là, quelque part, et que la manière la plus simple de l'obtenir, en attendant que les mines soient enfin opérationnelles, est de le prélever sur les indigènes. Or, les Taïnos ne sont pas des orpailleurs, ni des mineurs. L'or qu'ils possèdent a été échangé, accumulé pendant des siècles, et le faible volume présent sur l'île ne suffit pas à remplir les cales des navires. Mais non, il n'y a pas d'or. Pas d'or. Et c'est sûrement votre petite amie indienne qui vous l'a dit. Oui. Mensonge. Mensonge éhonté. Le 10 mars 1496, Cristobal reprend la mer, direction la Castille. Le voyage de retour est éprouvant. Les vivres embarqués ont pourri au bout de quelques semaines et la famine sévit à bord des navires. Les marins parlent même de manger ceux qui ne sont plus valides lorsqu'enfin les côtes européennes se dessinent à l'horizon. À la cour, les opinions divergent à propos de l'amiral. Même vue de la lointaine Espagne, la situation ne semble pas aussi idyllique que l'avait promis le navigateur génois. Signe de ce doute, les souverains acceptent de financer une 3e expédition, mais avec beaucoup de retard. 6 navires seulement seront finalement affrétés et ils ne prendront pas la mer avant le 30 mai 1498. Absorbés par les guerres dans le royaume de Naples, les souverains ne sont finalement convaincus que par le départ en fanfare de Vasco de Gama, le navigateur portugais qui doit aller aux Indes en passant par le cap de Bonne-Espérance. Le sentiment d'urgence revient et les fonds sont enfin débloqués. Dans l'attente, Cristobal meurt d'angoisse en pensant à son frère Bartolomeo qu'il a laissé en charge d'une colonie en lambeaux installée au cœur d'une île à feu et à sang. Et effectivement, en arrivant le 31 août 1498 dans la nouvelle capitale d'Hispaniola, la colonie de Santo Domingo, l'amiral trouve une situation encore pire qu'auparavant. Des colons ont fait sécession autour de Francesco Roldan, qui tient désormais une partie de l'île pour son propre compte. Le traitement des Taïnos s'est encore dégradé. Aux abois, incapables de subvenir aux besoins alimentaires de la colonie, Bartolomeo Colón a instauré une politique de travail forcé dans les champs, alimentant les rangs de la guérilla indienne. Cristobal, incapable de combattre à la fois les rebelles taïnos et les félons de Francesco Roldan,
accepte de laisser ce dernier repartir en Espagne sans une égratignure, où il va copieusement calomnier l'amiral et dire à la cour tout le mal qu'il pense de sa gestion. Pendant ce temps, Cristobal emploie les grands moyens pour restaurer l'ordre sur l'île. La terreur règne, les colonnes infernales dévastent les villages rebelles à coups de torches, de bombardes et de chiens de guerre. Les caravelles charrient des milliers d'esclaves vers la Castille, déclenchant la colère de la reine Isabelle. La souveraine se découvre soudain une forte réticence à la réduction en esclavage de ses nouveaux sujets et intime à l'amiral l'ordre de ne plus envoyer d'esclaves de ce côté de l'Atlantique. Au début de l'année 1499, l'insurrection a fini par être lavée dans un fleuve de sang. La situation se stabilise, la guérilla cesse et les mines d'or commencent enfin à produire du métal précieux en quantité importante. Et pourtant, c'est la fin pour Cristobal. Le 24 août 1499, un homme nommé Francesco de Bobadilla, un grand noble de l'ordre militaire de Calatrava, débarque à Santo Domingo avec une lettre de pouvoir signée de la main des deux souverains. Il a ordre de restaurer l'ordre sur l'île, de reprendre le commandement militaire et politique de la colonie et d'arrêter les membres de la famille Colón. Cristobal, ses frères Bartolomeo et Giacomo et son fils Diego sont saisis, enchaînés à fond de cale et renvoyés par-delà l'Atlantique, tandis que Bobadilla reprend le commandement d'Hispaniola et de ses richesses. La Niña file 10 nœuds, fendant les vagues alors qu'un bon vent remue l'air embaumé du parfum de la mer. La caravelle contourne la majestueuse île de la Trinité, aux arbres verdoyants et aux cascades chantant la douce mélodie de l'eau pure jouant entre les rochers. Pénétrant dans la Boca del Serpiente, elle entre dans un immense lac d'eau douce, abreuvé par le flot puissant de 4 grands fleuves. Les perroquets, les pélicans et les oiseaux de mer volent en tous sens. Je suis convaincu que c'est là le paradis terrestre, où personne ne peut arriver si ce n'est la volonté divine. Je ne crois pas qu'il ait la forme d'une montagne abrupte, mais que l'eau de ce lac vient de bien plus loin. Et si ce n'est du paradis que cette eau descend, ce me paraît être une plus grande merveille encore, car je ne crois pas que l'on connaisse au monde fleuve si grand et si profond. Et si c'était là ? Et si ce lac était bien celui rempli, comme le dit Jean de Mandeville, par les larmes du couple primordial lorsqu'ils furent chassés de l'Éden, celui alimentant de ses eaux les 4 grands fleuves majeurs que sont le Gange, le Nil, le Tigre et l'Euphrate. Cette expédition, c'est le 3e voyage de Cristobal. Nous sommes en juillet 1498 et le navigateur part explorer les rivages du Venezuela, convaincu que l'or doit s'y trouver. Encore une fois, les impératifs de sa propre découverte vont le rappeler à Hispaniola, ce don de Dieu qui lui empoisonne la vie. Cette terre providentielle, pleine des fruits de la nature et peuplée d'Indiens pacifiques, il l'a détruite et consumée pour alimenter son rêve. Hispaniola était son premier paradis, mais il lui fallait l'essorer pour faire accepter au souverain le financement d'autres expéditions, pour aller plus loin à la recherche de l'or, du grand passage vers l'Europe, des épices du paradis terrestre, ou peut-être tout simplement de cette terre où l'Apocalypse allait enfin se réaliser. Une prophétie du livre d'Isaïe est imprimée dans tous ses actes et dans le fond de sa pensée. Je conduirai les aveugles par un sentier ignoré. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et le chemin escarpé en plaine. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai pas. Oui, mais quel est le chemin ?
Cristobal lui-même le sait-il seulement ? En février 1502, une grande flotte de 32 navires prend la mer en direction d'Hispaniola, mais cette fois-ci sans l'amiral. Les souverains ne veulent plus que ce découvreur maudit pose le pied dans la colonie. Par intérêt ou par sentiment, Isabelle et Ferdinand autorisent toutefois Cristobal à repartir pour un 4e voyage. Il aura 4 navires et 2 ans de vivres, et les souverains signent pour lui une lettre qu'il doit donner à Vasco de Gama si jamais il le rencontre. Car la mission de ce voyage est la plus ambitieuse de toutes. Gagner l'Europe par l'ouest en contournant l'Asie et l'Afrique. Faire le tour du monde. Vers l'infini et au-delà! Cette fois-ci, la Niña n'est pas du voyage. La fidèle Caravelle, le vaisseau de la découverte, celle dont Cristobal connaît les défauts et les qualités par cœur, la seule sur laquelle il a toujours pu compter, il a dû la vendre en 1499 pour éponger ses dettes. Malgré cette perte, l'amiral déchu retrouve sa passion première, l'exploration. La joie des débuts, l'exaltation de voguer sur les flots infinis pour trouver ce que personne n'a jamais vu. Malgré l'interdiction, il choisit tout de même de relâcher à Santo Domingo pour reprendre des vivres et y est témoin d'un beau hasard qui sonne pour lui comme un signe de la Providence. La trentaine de navires espagnols, arrivés quelques mois plus tôt, est chargée de marchandises à renvoyer en Europe. Bobadilla, l'ennemi juré de Cristobal, et Roldan, l'ancien rebelle, embarquent également. L'amiral, qui connaît les eaux d'Hispaniola comme sa poche, les prévient qu'un terrible ouragan va bientôt se lever et qu'il est plus judicieux de rester au port pour l'instant. Méprisant son conseil, les deux affreux prennent la mer en faisant fi du danger. Et moi, je ne vois qu'une chose. Nous sommes tous les 3 en danger. Quel danger ? Oh, moi j'aime le danger. Comme prévu, les flots et les vents se déchaînent et la mer avale une vingtaine de navires, envoyant par le fond Bobadilla et Roldan, tandis que Cristobal poursuit son exploration. Des mois durant, jusqu'au 1er mai 1503, les 4 navires explorent la côte du Honduras et du Panama à la recherche du Grand Passage, le détroit qui contourne la péninsule du sud-est asiatique et qui doit permettre de gagner l'océan Indien. En vain. Les indigènes lui parlent d'une sorte de détroit qu'il prend pour ce fameux passage, mais il ne comprend pas qu'il s'agit en réalité d'un détroit de terre, de cette courte bande qui sépare l'Atlantique du Pacifique. Une tentative d'établissement de colonies au Panama tourne au massacre et la petite flotte reprend la mer en direction d'Hispaniola, dépitée et exténuée. De toute façon, ils n'ont plus le choix. Les 4 navires sont rongés par les vers marins, leurs coques prennent l'eau de toutes parts et ils tiennent à peine la mer. Il est urgent de rentrer. Le cap doit les entraîner tout droit à travers la mer des Caraïbes en direction de la colonie, mais Cristobal commet une erreur de navigation. La route des navires oblique vers l'ouest et les marins accuseront plus tard l'amiral d'avoir volontairement dévié dans une volonté désespérée de poursuivre l'exploration encore quelques jours. Le 6 décembre, alors que les 4 navires avancent tant bien que mal et arrivent en vue de la Jamaïque, un ouragan monstrueux leur tombe dessus. L'équipage est indemne, mais il ne manquait plus que ça. Les caravelles ne peuvent plus naviguer et Cristobal prend la décision de les échouer sur une plage en attendant les secours. Je crois qu'il n'y aura pas de voyage de retour, monsieur Frodon. Un membre d'équipage particulièrement héroïque accepte de tenter la grande traversée en canoë jusqu'à Santo Domingo, près de 400 km de mer ouverte quand même, et parvient à alerter la colonie. Malgré l'urgence, le gouverneur tergiverse afin de bien faire sentir à l'amiral déchu qui a vraiment le pouvoir. Les naufragés vont rester 8 mois bloqués sur leur plage, manquant de mourir aux mains des Indiens, avant qu'un navire de secours ne les ramène, enfin, le 13 août 1504, à Santo Domingo. Christophe Colomb ne trouvera jamais ce passage.
Jusqu'à sa mort, le 20 mai 1506, l'amiral restera convaincu que ce passage existe et que Cipangu était toute proche, mais que la main de Dieu s'est interposée. Il n'était pas digne de poursuivre. Alors, que retenir de cette personnalité complexe ? De cet homme brutal et naïf, rêveur et menteur, explorateur de génie mais piètre administrateur, obsédé par sa vision messianique, au point de mener à la destruction cette ère paradisiaque qu'il a passé sa vie à chercher. Peut-être qu'il a été consumé par son propre rêve. On ne trouve pas chez lui l'avidité gloutonne des conquistadors qui vont sillonner ce nouveau continent pour en arracher les richesses et plonger les Amériques dans des siècles de souffrances terribles. On y trouve, à mon sens, que la vision illuminée d'un homme prêt à tous les mensonges et toutes les cruautés pour continuer encore et toujours à naviguer. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles. Comme d'habitude, vous retrouverez toute la bibliographie et les morceaux de musique utilisés dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé embarquer avec cet explorateur hors du commun pour découvrir autant le rêve que la réalité de ce Moyen-Âge finissant, vous pouvez continuer l'aventure en écoutant l'épisode premium sur l'exploration de la côte africaine au XVe siècle, qui est disponible sur ma page Patreon. Le lien est également dans la description. Dans le prochain épisode, on va quitter un peu le pont des navires pour revenir sur le plancher des vaches. On va pénétrer au cœur de l'intimité des familles médiévales pour assister à l'éducation des enfants et comprendre comment les médiévaux vivaient et percevaient ce moment si particulier de la vie qu'est l'enfance. À la prochaine!